Ce que vient de dire Patrick Devedjian est extrêmement important. Il est essentiel que l'on ne fasse pas mourir deux fois ceux qui ont été suppliciés en niant le martyre qu'ils ont subi. C'est exactement ce que j'avais eu le privilège de pouvoir dire, n'étant pas arménien, à la Mutualité en 2007, lorsque nous étions retrouvés, Bernard-Henri Lévy, François Hollande, Aznavour et modestement moi-même, pour soutenir la nécessité d'une loi réprouvant la négation du génocide arménien. Le problème en droit, si vous me permettez de faire un peu de droit, puisque sur le fond nous sommes tous d'accord, y compris Henri Leclerc, n'est pas si compliqué. Certes, la loi Guesso, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, a permis de réprimer la négation de la Shoah parce que c'était la négation de crimes reconnus par une juridiction internationale, celle de Nuremberg, et par conséquent, il y avait un substrat juridique fort. On pourrait imaginer une loi qui réprime la négation de tout crime reconnu comme tel par une juridiction internationale, pour ne pas laisser les jugements au hasard des États qui pourraient juger n'importe quoi selon la circonstance. Reste qu'il n'y a pas de jugement qui est condamné, 1916, enfin il n'y en a pas eu d'autres, ils sont très isolés, qui est condamné les auteurs du génocide. Mais dans mes rêves juridiques, je pense à quelque chose. Il y a, je laisse de côté la liberté d'expression dont Henri Leclerc a raison d'être le défenseur, mais qui à mon avis n'a pas place dans ce débat. Il y a le problème de la définition juridique du crime et de l'identification éventuelle des auteurs. Je me suis interrogé sur cette question quand j'étais au procès Barbie, pour une des victimes, au procès Papon ensuite. Lorsque l'on juge, c'était le cas de Papon, qui est un homme dont les actes sont précis, ceux qui lui sont attribuables, se trouve jugé 53 ans après les faits. Et je réfléchis autour de ces trois notions. D'une part, le droit à l'oubli, qui est physiologique, que mettant en ordre et en vigueur la prescription, l'amnistie, qui ne concerne pas notre débat. Il y a ensuite le droit à l'histoire. Je n'aime pas le devoir de mémoire. Je préfère le droit à l'histoire comme une liberté publique. On a le droit de connaître l'histoire. Et l'histoire, lorsqu'on vous la cache, que ce soit un État qui la réécrive, comme les dictatures, ou un État un peuple même qui ne veuille pas la reconnaître et qui se déshonore, c'est une liberté fondamentale. Il y a ensuite, entre le droit à l'oubli et le droit à l'histoire, cette notion très précise et très forte de l'imprescriptible. Le crime contre l'humanité n'est pas l'invention de Nuremberg, même si Nuremberg l'a mis en œuvre. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, à l'article « Délits locaux », dit deux choses. Il dit d'abord, on peut être coupable en un ou deux points de l'hémisphère et parfaitement innocent dans tout le reste du monde. Mais plus loin, il dit, il y a des crimes qui révoltent l'humanité tout entière. Et je pense que nous pourrions militer tous ensemble pour une nouveauté de jugement. L'auteur est mort, l'auteur ne peut plus être appréhendé comme auteur, le crime, lui, existe. Et il faut inventer une forme de procès devant les juridictions internationales, celles qui ne sont pas contestables,
qui est le procès de l'acte encore que l'auteur ait disparu, que l'auteur soit mort, que l'auteur ne soit plus saisissable. Mais les faits sont là. Et cette déclaration de justice par rapport à des faits, encore que l'auteur ne soit pas appréhendable, est essentielle. Vous savez, ce besoin de justice, je l'ai ressenti d'une manière pathétique, au sens le plus noble, au procès Barbie. Un témoin est venu dire à la barre ce qu'il a vécu lorsque dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau où il était, depuis peu de temps, sinon il serait mort, il a vu un matin les élévations autour du camp hérissées d'hommes en armes. Il a cru à une hallucination. C'était les Alliés. Il a vu ces jeunes hommes américains, canadiens, anglais dévaler la pente, arriver avec de grandes cisailles, couper les barbelés et entrer dans le camp. Le spectacle qui s'est offert à eux était tel que grand nombre de ces soldats se sont mis à vomir ou à pleurer, tandis que les plus résistants sont montés dans les miradors, ont ceint les sentinelles, les ont ramenés désarmés au centre du camp. Et il continue en racontant que de tous les baraquements sont sortis les rayés, les tondus, ces cadavres vivants qui ont assisté à ce spectacle incroyable de leurs bourreaux sans armes, avec en face d'eux des soldats armés. Et il a dit, comme les Alliés devaient continuer la guerre, ils nous ont expliqué qu'ils allaient partir, mais qu'ils reviendraient. Et dans l'attente de leur retour, ils nous ont laissé de la nourriture et des armes, et ont distribué les rôles. Aux uns, celui d'enterrer les gens qui allaient mourir. À d'autres, le soin de distribuer les rations de nourriture. À d'autres, enfin, le soin de garder les gardiens, et ils sont partis. Et le témoin a alors dit, nous nous sommes retrouvés seuls, armés, en face de nos bourreaux désarmés. Notre unique pensée, notre seule obsession a été qu'ils ne tombent pas un cheveu de leur tête avant d'avoir été remis à une justice, et nous nous sommes privés sur nos rations de nourriture pour qu'ils ne manquent de rien. Ça ne se commande pas. Mais ce besoin de la justice est en fait indifférent à la personne de l'auteur. Quand le crime est à ce point, qu'importe l'auteur, ce qui compte, c'est d'inventer un jugement qui juge le crime, et qu'importe que l'auteur soit mort ou qu'il soit vieux, s'il est encore vivant, qu'il soit banni, s'il est mort, tant mieux ou tant pis pour lui, mais que le crime soit jugé, il faut inventer une justice du crime et non plus du criminel.